Bonjour, l'objectif de cette vidéo va être de travailler sur deux fonctions trigonométriques, la fonction f définie par f de x égale cosinus de x et la fonction g définie par g de x égale sinus de x. Et on va voir dans cette vidéo que ce sont des fonctions qui vont s'étudier d'une manière un petit peu différente de la façon traditionnelle d'étudier une fonction. Alors, le domaine de définition de ces deux fonctions-là, donc je vais rapidement rappeler le cercle trigonométrique, la droite des réels qu'on vient positionner ici avec son zéro qui se situe en ce point-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc cette droite des réels, on considère que c'est une ficelle qu'on peut venir enrouler autour du cercle trigonométrique. Et lorsqu'on prend un nombre x, où qu'il soit, eh bien, par enroulement, ce nombre x génère un point sur le cercle trigonométrique et ce qu'on appelle le cosinus de x, c'est l'abscisse du point, le sinus de x, c'est l'ordonnée du point. Donc cosinus de x, c'est ça, et sinus de x, c'est ça. Donc là, on conçoit très simplement et très aisément que pour n'importe quel nombre x, on obtient bien un point sur le cercle trigonométrique. N'importe quel point a une abscisse et une ordonnée. Donc, ces deux fonctions-là, f et g, sont définies sur R. Donc, domaine de définition de f, domaine de définition de g, c'est l'ensemble des réels. Ces fonctions-là, je vais en donner les dérivés et le domaine de dérivabilité que l'on va admettre. Donc, la fonction cosinus, on va admettre qu'elle est dérivable sur R et que sa dérivée, f' de x, est égale à moins sinus de x. Voilà, donc vous pourrez venir rajouter ça dans votre tableau des dérivés usuels, celui qui parle de la dérivée de x carré, de x cube, de racine de x, etc. Donc vous pourrez venir rajouter la dérivée de cosinus de x qui est moins sinus de x. La fonction sinus, on va admettre qu'elle est dérivable sur R et que sa dérivée, donc g' de x, eh bien c'est cosinus de x. Voilà, donc là aussi, vous pourrez rajouter cette ligne dans votre tableau des dérivés usuels. Donc voilà les dérivés des fonctions cosinus et sinus. Alors, à quoi ça nous sert une dérivée? On a un théorème fondamental en mathématiques qui nous dit que le signe de la dérivée donne le sens de variation de la fonction. Et c'est là qu'on va se heurter à un petit souci. Et justement, je disais tout à l'heure que ces fonctions trigonométriques, on n'allait pas les étudier comme on a l'habitude d'étudier les fonctions, mais d'une façon un petit peu particulière. Pour quelle raison? Parce que, eh bien, donc, on a dit que n'importe quel nombre x générait un point sur le cercle trigonométrique. Ce point avait pour abscisse cosinus de x et sinus de x, et que la dérivée, le signe de la dérivée, donnait les variations d'une fonction. Le problème, c'est que aussi bien cosinus de x que sinus de x et moins sinus de x, eh bien, ça change de signe sans arrêt, sans arrêt. En effet, si x génère un point qui est ici, le cosinus et le sinus sont positifs. Mais si x génère un point qui est ici, le cosinus abscisse est négatif, le sinus est positif. Si x génère un point qui est ici, le cosinus et le sinus sont tous les deux négatifs, et si x génère un point qui est ici, le cosinus est positif et le sinus est négatif. Ça voudrait donc dire que si on voulait dresser un tableau de variation de ces deux fonctions f et g sur R, eh bien, ce serait un tableau infini, on serait incapable de le faire, puisque les dérivés changent de signe sans arrêt, sans arrêt. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve très bien lorsque on dresse, enfin, on regarde sur la calculatrice ou sur un ordinateur la courbe représentative de ces deux fonctions-là. Donc, je vous les présente ici. La courbe qui est en vert, c'est la courbe de la fonction cosinus. Voilà, donc on voit bien qu'elle change sans arrêt de variation. Et la courbe qui est en rouge, c'est la courbe de la fonction sinus.
Alors, on s'aperçoit que d'un point de vue des ordonnées, les deux courbes représentatives, elles sont dans une bande de plan entre -1 et 1. Je rappelle que c'est une des propriétés de trigonométrie. Eh bien, le cosinus et le sinus sont les abscisses et les ordonnées d'un point du cercle trigonométrique. Un point du cercle trigonométrique, où qu'il se trouve, eh bien, son abscisse, donc cosinus de x, eh bien, c'est compris entre -1 et 1, et son ordonnée sinus de x, c'est compris entre -1 et 1. Donc, on voit bien pourquoi les deux courbes représentatives, en rouge et en vert, sont contenues dans une bande de plan. Ici, je pourrais tracer la droite d'équation y égale -1, ici la droite d'équation y égale 1, et les deux courbes sont contenues dans cette bande de plan. Voilà, là ce à quoi je vais m'intéresser, c'est aux propriétés de symétrie et puis de reproduction de ces courbes représentatives. Parce que je me rends compte, en termes de reproduction, que tiens, si je regarde la courbe verte, alors, -3 et quelques, là, ça va être -pi. Et pi ici, sur cet espace-là, eh bien, quand je vais reprendre cet espace-là et que je vais le différer ici, la courbe, si je l'avais prolongée, vous pourrez aller le voir sur votre calculatrice ou sur GeoGebra, eh bien, la courbe va se reproduire à l'identique. Et même chose pour la courbe qui est en rouge, entre donc moins pi et puis pi qui est ici, dans cet espace-là, eh bien, ce morceau de courbe, il se reproduit à l'infini. Donc ça, c'est une caractéristique de période d'une fonction. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et non seulement il y a ça, mais il y a en plus le fait que pour la courbe qui est en vert, l'axe des ordonnées semble être axe de symétrie. On va référer ça à la notion de fonction paire. Et pour la courbe rouge, il semblerait que l'origine du repère soit centre de symétrie, et on va référer ça à la notion de fonction impaire. Donc, fonction paire, fonction impaire, c'est une connaissance qui a normalement déjà été positionnée dans les cours. J'ai traité une vidéo là-dessus, donc vous irez voir cette vidéo. Et la notion de périodicité, alors c'est une notion qu'on introduit spécifiquement pour ces fonctions-là. Donc, je vais travailler sur la parité d'abord. Donc, je rappelle, une fonction paire, eh bien, c'est une fonction qui satisfait deux caractéristiques. Son ensemble de définitions doit être symétrique par rapport à 0, ou encore centré en 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un nombre est dans le domaine de définition, eh bien, son opposé doit y être aussi. Alors, pour cosinus et pour sinus, tout va bien. Le domaine de définition, c'est R. R, il contient tous les nombres et leurs opposés. Donc, cette caractéristique-là, elle est acquise. L'autre caractéristique pour fonction paire, il y en a deux, il faut que les deux soient vérifiés. Eh bien, il faut que f de moins x soit égal à f de x, ce qui va traduire d'un point de vue graphique, donc x est dans df, moins x doit y être aussi, et les images de x et de moins x doivent être les mêmes. On aura donc dans un repère orthogonal une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. La fonction cosinus, eh bien, son domaine de définition est symétrique par rapport à 0 puisque c'est R, donc ça c'est OK. Et d'autre part, eh bien, quand je regarde le cercle trigonométrique et que je positionne x et moins x, eh bien, puisque cosinus c'est l'abscisse, aussi bien x que moins x ont, enfin les points qui seraient engendrés par ces deux réels-là ont la même abscisse, et donc la fonction cosinus vérifie cette propriété-là. C'est donc une fonction paire, et puisque c'est une fonction paire, eh bien, elle admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Ce qui veut donc dire que si je sais dresser le tableau de variation de cette fonction cosinus sur l'intervalle 0 plus l'infini,
eh bien, je pourrais le déduire sur moins l'infini 0 par symétrie. Donc tiens, j'ai limité mon domaine d'étude qui était R et pour lequel j'ai dit c'est pas possible de dresser un tableau de variation sur R parce que la dérivée, elle change de signe sans arrêt à 0 plus l'infini. Bon, j'ai pas tout à fait réglé le problème parce que sur 0 plus l'infini, donc ici, mon x, il peut tomber n'importe où sur le cercle trigonométrique et ça change de signe sans arrêt. Donc la parité, ça ne va pas être suffisant. Je termine quand même là-dessus. La notion de fonction impaire. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction impaire? Eh bien, c'est une fonction qui va, elle aussi, satisfaire deux conditions. La même première condition, l'ensemble de définitions doit être symétrique par rapport à 0, centré en 0. C'est bien le cas, puisque la fonction sinus est définie sur R. Et elle doit être telle que l'image de moins x, ce soit l'opposé de l'image de x. Qu'est-ce que ça voudra dire d'un point de vue graphique? Dès que x est dans df, moins x doit y être aussi, ça c'est la première condition. Et les images de x et de moins x vont être opposées. Donc si l'image de x elle est là, eh bien l'image de moins x, elle sera ici. Et j'ai donc bien une symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc là c'est pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je connais les variations d'une fonction impaire sur 0 plus l'infini, quand elle est définie sur R, et bien par symétrie, je pourrais déduire les variations sur moins l'infini 0. Donc là, ça limite ce qu'on appelle, on passe du domaine de définition à un domaine d'étude beaucoup plus restreint. Alors la fonction sinus, eh bien c'est une fonction qui réalise ça parce que son domaine de définition, c'est l'ensemble des réels. Et d'autre part, au niveau de x et de moins x, eh bien donc x se positionne ici, moins x se positionne ici. Le sinus, c'est l'ordonnée. Donc le sinus de x, eh bien je vais le lire ici. Et le sinus de moins x, eh bien c'est bien l'opposé du sinus de x. Donc la fonction sinus est une fonction qui réalise g de moins x, c'est égal à moins g de x. C'est donc une fonction impaire. Donc ces deux caractéristiques-là, fonction paire pour cosinus, fonction impaire pour sinus, me permettent de dire, c'est génial, au lieu de les étudier sur R, je vais les étudier sur 0 plus l'infini. Sauf que c'est toujours pareil, sur 0 plus l'infini, la dérivée là qui est moins sinus de x, la dérivée ici qui est cosinus de x, ça change de signe sans arrêt. Donc ça ne suffit pas. Alors spécifiquement, pour ces fonctions, on va aller travailler sur la notion de période. Donc je donne la définition. On va dire qu'une fonction f est périodique de période t, t étant un nombre, de période t. On appelle aussi une fonction t périodique si et seulement si f satisfait deux caractéristiques. Dès que x appartient à df, x plus t appartient aussi à df. Donc il y a une condition sur l'ensemble de définitions. Alors pour nos deux fonctions f et g, aucun souci, elles sont toutes les deux définies sur R, donc quand elles contiennent un nombre, elles contiennent ce nombre plus n'importe qui d'autre. Donc ça, c'est bon. Et la deuxième condition, quelle est-elle? Eh bien que f de x plus t va être égal à f de x, pour que justement, eh bien, notre courbe représentative ou notre tableau de variation, quand on va le connaître sur un intervalle d'amplitude t, eh bien, il se répète indéfiniment. Je prends par exemple l'intervalle 0t qui est ici. Qu'est-ce que ça voudra dire qu'elle est périodique de période t? Ça veut dire que quand je prends un nombre x qui va être ici, donc x plus t, il va être là. Quand je connais l'image de x,
l'image de x plus t, elle est pareille. Je prends un autre nombre, là, a. Donc a plus t, il se situe ici. Je prends l'image de a, eh bien l'image de a plus t, elle sera pareille. Ça veut dire que ma courbe, en fait, quand je la connaîtrai sur cet intervalle-là, eh bien, elle va se reproduire indéfiniment. C'est-à-dire que si, par exemple, ma courbe, elle faisait ça, imaginons, eh bien, hop, elle va faire ça, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que je la connais sur un intervalle d'amplitude t, elle se reproduit, donc aussi bien du côté droit que du côté gauche. Alors, les fonctions cosinus et sinus, la première condition, c'est bon, elle est réalisée, et eh bien, la période qu'on connaît très bien pour cosinus et sinus, et je vais le mettre en évidence avec le cercle trigonométrique. Regardez bien, donc le cercle trigonométrique, hop, il est là. Je trace donc ma droite des réels à côté. Voilà. Je viens positionner un nombre x. Je sais que la longueur du cercle trigonométrique, eh bien, c'est 2π. Donc, je viens positionner x plus 2π ici. C'est-à-dire que l'écart entre les deux, c'est 2π. Donc, ça veut dire que j'ai fait un tour complet du cercle trigonométrique. Eh bien, ce réel génère un point, mais ce réel-là génère exactement le même point, puisque entre là et là, on a fait un tour complet du cercle trigonométrique. Et donc, qu'est-ce que ça me permet de dire? Ça me permet de dire que, en fait, f de x plus 2π, qui est égal à cos de x plus 2π, eh bien, c'est la même chose que cos de x. Et même chose pour sinus, g de x plus 2π, c'est sinus de x plus 2π, et c'est donc égal à sinus de x. Donc, mes fonctions cosinus et sinus sont toutes les deux périodiques de période 2π. Donc, je vais rappeler leurs propriétés quand même très spécifiques. Donc, celle-ci, on a dit qu'elle était paire et 2π périodique, donc périodique de période 2π. Celle-ci, on a dit qu'elle était impaire et 2π périodique. Voilà, on en déduit donc qu'il suffit d'étudier ces deux fonctions-là sur un intervalle d'amplitude de longueur 2π. Alors, qu'est-ce que je peux choisir comme intervalle de longueur 2π? Je pourrais très bien choisir l'intervalle 0,2π. Effectivement, si sur l'axe des abscisses, je me positionne en 0 et en 2π, la longueur de cet intervalle, c'est bien 2π. Le problème de ça, c'est que là, la notion de fonction paire, fonction impaire, du coup, elle ne sert plus à trop grand-chose, puisque si je connais bien ma courbe sur cet intervalle-là, eh bien, sur l'intervalle 2π, 4π, je reproduirai ce que j'ai fait là. Sur l'intervalle 4π, 6π, je reproduirai. Sur l'intervalle moins 2π, 0, je reproduirai, et ainsi de suite. Je pourrais très bien, mais donc, encore une fois, la parité, elle ne sert à rien. Comme intervalle d'amplitude 2π, j'ai aussi, hop, regardez, donc si je mets moins pi et je mets pi, donc j'ai 0 qui est en plein milieu, là, j'ai bien un intervalle d'amplitude 2π. Donc moins pi est un intervalle d'amplitude 2π. Et ce qui est intéressant là, c'est que là, aussi bien pour celui-là que celui-là, je réfère ça à la 2π périodicité. Celui-ci ne me permet pas de travailler sur la notion de fonction paire, fonction impaire qui ne sert plus trop à grand-chose. Celui-ci, par contre, je vais me dire, ah ben oui, mais là, si je connais la fonction sur l'intervalle 0π, comme je sais qu'elle est ou bien paire ou bien impaire, c'est-à-dire que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ou ici que la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère, si je connais bien ma courbe là-dessus, ou mes variations là-dessus, par symétrie, je les connais ici. Et donc, en fait, je vais encore restreindre mon domaine d'étude et je vais juste étudier là-dessus. Et en fait, plus on réduit une étude, c'est-à-dire l'étude du signe de la dérivée, et plus c'est facile.
Donc ces fonctions-là, en fait, on va être passé de par leurs propriétés, parité et périodicité, à un domaine de définition qui était R et pour lequel il nous était impossible de dresser un tableau de variation, à un domaine d'étude qui va être l'intervalle 0π. Voilà, et comme il n'est pas d'amplitude 2π, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la période, c'est grâce à la parité, enfin fonction paire, fonction impaire, qu'on pourra déduire l'étude sur moins π, et ensuite on reproduit indéfiniment aussi bien à gauche qu'à droite. Voilà, donc le domaine d'étude c'est ça, donc je vais dresser le tableau de variation de la fonction cosinus et de la fonction sinus sur cet intervalle, et puis ensuite je le ferai sur moins π par symétrie. Donc la fonction cosinus, on a dit que sa dérivée c'était moins sinus de x. Ici on a dit que sa dérivée c'était cosinus de x. Je rappelle que sinus et cosinus, c'est abscisse et ordonnée des points du cercle trigonométrique. L'intervalle 0π, il est là. Et donc, sur cet intervalle, le signe de cosinus ou de sinus, il n'est pas bien compliqué à avoir. Donc ici, hop, sur l'intervalle 0π, je me rends compte que le sinus, il est positif, puisque le sinus, c'est les ordonnées, et donc moins sinus, c'est négatif. Donc j'ai une dérivée qui est une négative. Alors attention, le sinus, ça s'annule en 0 et en π. Voilà, et donc j'ai ma fonction f, c'est-à-dire ma fonction cosinus, qui est une fonction décroissante. L'image de 0, cosinus de 0, ça vaut 1. L'image de π, cosinus de π, ça vaut moins 1. Voilà le tableau de variation de la fonction cosinus sur l'intervalle 0π. Fonction cosinus, c'est la courbe qui est en vert, donc hop, sur l'intervalle 0π, donc un petit peu plus que 3, j'ai bien une fonction décroissante, donc tout à l'heure de coller. La fonction sinus, donc sa dérivée c'est cosinus. Cosinus sur cet espace-là, eh bien ça change de signe. Ici, le cosinus est positif, mais ici, il est négatif. Donc, on obtient quoi? Eh bien, sur l'intervalle 0π, il y a la valeur π sur 2 qui va provoquer le changement de signe de la dérivée. Donc, g' de x. Le cosinus, donc c'est positif entre 0 et π sur 2, ça s'annule en π sur 2, et c'est négatif entre π sur 2 et π. Donc ma fonction g, qui est la fonction sinus, eh bien elle est croissante et puis décroissante. Sinus de 0, ça donne 0, sinus de π sur 2, ça donne 1, et sinus de π, ça donne 0. Je regarde la courbe représentative qui était la courbe en rouge sur l'intervalle 0π, donc ce que j'ai fait là, et j'ai bien une fonction croissante, une fonction décroissante. Voilà, donc ça coïncide tout à fait avec la courbe représentative. Voilà, donc là j'ai dit, zut, le problème c'est que je n'ai pas donné sur l'intervalle qui correspond à la période. Maintenant, je vais travailler par le biais de, ici, l'axe des ordonnées est un axe de symétrie. Donc, regardez, là, mon tableau de variation me permet de donner une allure de la courbe sur 0π. Eh bien, l'image de 0, c'est 1, l'image de π, c'est moins 1. Voilà, donc je fais à peu près, voilà le type de courbe que j'ai, par symétrie, hop, voilà le type de courbe que j'ai. Et donc, du fait que la fonction cosinus soit une fonction paire, eh bien, je vais dire que sur l'intervalle, donc moins π, eh bien, ma fonction cosinus, c'est une fonction qui va être croissante et puis décroissante, le changement de variation se faisant en 0. L'image de moins π, ça fait moins 1. Ici, l'image de 0, ça donne 1. Et l'image de π, ça fait moins 1. Et la courbe confirmerait tout à fait. Ici, j'ai une fonction qui est, pour la fonction sinus, qui est impaire. Ça veut donc dire que la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère.
Donc j'image rapidement ce qui se passe ici. Donc 0 c'est là et pi c'est ici. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai ce nombre pi sur 2 ici. Donc j'ai une courbe qui a ce type d'allure. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Donc là je vais avoir moins pi sur 2 et je vais avoir, voilà, ce type d'allure. Ce qui veut dire que je peux donc, du fait que la fonction soit impaire, dresser mon tableau de variation sur un intervalle qui est bien cette fois-ci d'amplitude 2π. Et donc, une fois que j'ai les variations sur un intervalle d'amplitude 2π, celui-ci, eh bien, il se reproduit indéfiniment. Donc là, je n'ai pas besoin de le faire parce que, en fait, il se génère tout seul. Et donc là, je viens placer moins pi sur 2 et puis pi sur 2. En fait, 0, il n'a plus lieu d'être dans ce tableau de variation. Et j'ai donc une fonction qui est décroissante, une fonction qui va être croissante, donc il va y avoir le passage par le point de coordonnées 0, 0, et une fonction qui est décroissante. Voilà, l'image de moins pi, c'est 0, l'image de moins pi sur 2, moins 1, l'image de pi sur 2, 1, et l'image de pi, 0. Et j'ai bien le tableau de variation de la fonction sinus sur un intervalle d'amplitude 2π. Et ensuite, eh bien, je peux aller de pi jusqu'à 3π et je reproduis exactement ce tableau-là. Je peux aller de ce côté-là de moins pi jusqu'à moins 3π et je reproduis exactement ce tableau-là. Voilà, donc une étude un peu particulière sur les fonctions trigonométriques parce que c'est bien la première fois qu'on avait une fonction avec une dérivée qui changeait sans arrêt de signe, donc il fallait bien qu'on s'en sorte et on s'en est sorti par cette notion de périodicité qu'on a aussi associée à la notion de parité pour encore plus limiter le domaine d'étude. Voilà pour ces fonctions trigonométriques qui sont quand même très reliées au cercle trigonométrique, mais aussi à cette notion de fonction paire, fonction impaire et de dérivée changeant sans arrêt de signe. Voilà, j'espère que j'aurai été claire. Je vous invite quand même à aller voir GeoGebra et à bien visualiser ces courbes représentatives. Voilà, elles sont utilisées beaucoup en sciences physiques pour des phénomènes d'ondes, donc c'est des fonctions qu'il est important de maîtriser. Voilà, je vous dis à bientôt sur une vidéo qui va travailler sur plus spécifiquement la notion de fonction paire et fonction impaire, parce que c'est une notion qu'on utilise en dehors des fonctions trigonométriques. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.